Sí, senyor president, senyora vicepresidenta, membres de la Junta, diputats, senyores i senyors, jo no sé si també he de saludar, el delegado del Gobierno Civil. La gent més gran potser em sembla que estava a segona fila, però no sé, aquest senyor no sé si és aquest senyor, no deu ser-ho. Em diuen que el delegado del Gobierno Civil estava a la segona fila habitualment. No sé si l'hem de saludar o ara està en una altra fila, però en tot cas, no sé també si hem d'esperar fora els grisos que facin alguna cosa, però en tot cas aquí estem. Si aquesta eventualitat es produís, bé, això a la traducció no entendran res del que estic explicant, a la traducció no entendran res, però en tot cas si aquesta eventualitat es produís, doncs potser no sé si hauríem de parlar ja amb metàfores i amb llenguatges figurats, i hauríem de parlar de la foscor i de l'estaca i de gallines que diuen que no i allò que deia la Trinca, tu ja m'entens, tu ja m'entens, tu ja m'entens. No sé si hauríem de dir això, però com que els nostres convidats, si parléssim amb aquestes metàfores, no ens entendrien, parlarem amb un llenguatge normal i farem el que hem de fer, amb tota normalitat, com sempre, amb normalitat com sempre. I amb normalitat com sempre jo el primer que he de fer és, en nom de l'Ateneu, donar les gràcies a una quanta gent. He de donar les gràcies, bé, primer a en Daniel Tarp. Daniel Tarp, que no... Trump, Tarp. Tarp. Que hagi vingut del Quebec per estar aquí avui amb nosaltres i presentar aquest vídeo de la victòria. Donar-li les gràcies per venir i donar-li les gràcies per tot. En Daniel Tarp és un professor de dret internacional, ell ha estat diputat a Ottawa del Bloc Quebecois, després també diputat del Partit Quebecois, però sobretot és un amic de Catalunya. En Daniel Tarp és un amic de Catalunya, de manera que a Catalunya coneix a tothom. Imagineu-vos si coneix a tothom que els dos vicepresidents de l'Ateneu fa 3 mesos no ens coneixíem, però en Daniel Tarp ens coneixia a tots dos. O sigui, això és una demostració que en Daniel Tarp coneix a tothom a Catalunya. Moltes gràcies, Daniel, d'estar aquí. Estem molt orgullosos de la teva presència. Hem de donar també les gràcies de manera molt especial a l'Elisette Lapointe per ser avui aquí, per presentar-nos aquest discurs de la victòria i per haver-nos permès de poder ensenyar aquest vídeo, de poder-nos ensenyar aquest discurs que veureu que realment és emocionant i que val la pena d'escoltar. Ella ens ho ha permès i a més ella ens el presentarà i crec que l'Elisette és, evidentment que ens el podria presentar millor el seu marit, però després del seu marit, qui millor pot presentar-nos aquest discurs és l'Elisette Lapointe, perquè l'Elisette Lapointe el 30 d'octubre de l'any 1995 no només era l'esposa del primer ministre, sinó que també era assessora per la campanya del sí, i ella ha estat una activista sobiranista de cor de tota la vida, i avui encara és alcaldessa sobiranista del seu poble, Sant Adolf, que és un poble que té prop de 4.000 habitants, però continua amb un cor molt gran defensant la causa de la sobirania del Quebec i ha estat sempre, i ell ens ho explicarà, una gran amiga de Catalunya, amb molts contactes a Catalunya. Moltes gràcies a l'Elisette. Hem de donar les gràcies també a la revista Sàpiens, que ens ha permès de compartir i de poder mostrar aquesta exclusiva que ells tenien i de poder-la mostrar aquí a l'Ateneu Barcelonès, i al mateix temps la revista Sàpiens també després d'aquest acte penjarà a la web aquest discurs i estarà allà que tothom el podrà veure. La revista Sàpiens, que val la pena de dir, amb aquestes coses que ens passen, demanant llibertat d'expressió,
que la revista Sàpiens és una revista que han dit que publicaria en publicitat institucional de la Generalitat. Val la pena de dir-ho. Ells no sé què els hi passarà, perquè avui estan entrant a tots els mitjans de comunicació que han publicat o que volen publicar aquesta publicitat institucional, però en tot cas, pel que a mi em consta, la revista Sàpiens, més enllà del que els hi pugui passar a partir d'ara, hi ha una cosa que no perdran. La publicitat del Gobierno d'Espanya no la perdran pas perquè no l'han tingut mai, o sigui que espero que es quedin igual. Bé, dit això, dues paraules per presentar-vos aquesta iniciativa. El discurs de la victòria. El discurs de la victòria és un discurs que el primer ministre del Quebec tenia preparat per ser emès. Hi havia dues versions, una en francès i una en anglès, que Jacques Parizeau tenia preparat per aquell dia, al vespre, en cas de victòria. Es va perdre per 55.000 vots, per molt pocs vots, d'un electorat molt gran. Allà es va mobilitzar l'electorat com mai s'havia mobilitzat al Quebec i es va perdre per 50.000 vots. Amb la victòria pírrica, però victòria al cap i a la fi del no es van respectar les normes, això sembla històricament ja comprovat, però en tot cas en aquella nit va guanyar el no i els sobiranistes quebequesos, respectuosos amb la democràcia, no van poder emetre, evidentment, aquest discurs de la victòria. Aquest discurs de la victòria durant 20 i pico d'anys ha estat desaparegut i aquest discurs de la victòria s'ha trobat fa relativament poc i es veurà de manera pública per primera vegada avui aquí. El Quebec no s'ha vist i es veurà avui aquí. I realment crec que és un privilegi que tenim de poder-lo veure. No us dic res del contingut, jo evidentment he pogut veure'l i en tot cas us puc dir que ens hi sentim, els que en podríem dir ens manifestem sobiranistes catalans, ens hi sentim molt identificats. Veient aquest discurs es pot entendre per què sempre hem tingut aquesta admiració pel Quebec, perquè aquest és un discurs absolutament cívic, absolutament democràtic, pacífic, dialogant, d'oferir bona relació amb l'estat sortint. Ens hi sentim completament identificats, per això hem tingut sempre aquesta amistat amb el nacionalisme quebequès. Si escolteu aquest discurs, si veieu aquest discurs, pensareu, o almenys jo he pensat, aquest és el discurs que jo vull, que si Déu vol, Déu, el poble i l'autoritat pertinente lo permite, sigui el discurs que el dia 1 d'octubre al vespre, molt similar, sigui el que faci el nostre president Carles Puigdemont. Estic segur que si aconseguim un sí, el discurs pot ser molt similar. Evidentment que li farem arribar al president Puigdemont, perquè estic segur que el contingut del que Catalunya ha de dir és molt similar al que volia dir el primer ministre Parizeau. Evidentment, i no cal que us em recreï amb això, és evident que si entre el nacionalisme quebequès i el nacionalisme català, entre el que podia dir el primer ministre del Quebec i el que pot dir el president de la Generalitat, hi ha moltes similituds, hi ha moltes diferències respecte a qui està enfront. I és evident, i això l'Eliset sempre ho recorda, que hi pot haver hagut en aquell moment al Canadà un poc respecte per les normes que s'havien pactat, però és evident que el Canadà no podria admetre moltes de les coses que estan passant a Espanya i a Catalunya. És a dir, inhabilitacions, judicis amb els presidents de l'Assemblea Nacional, entrades a impremtes i a mitjans de comunicació. Això al Quebec no podia ser possible. I jo penso, i em sembla que podria ser una de les conclusions que podríem arribar, i dono ja la paraula als nostres invitats internacionals, penso que si Espanya s'hagués comportat com Quebec, com el Canadà, Espanya hauria guanyat i Catalunya no tindria sobirania. Però esclar, de la manera en la que ens hem situat, és possible que el Quebec va perdre perquè va trobar un Canadà que els va dir que els estimava, fos veritat o no, però els va dir que els estimava, i a nosaltres, com que ens estan dient que no ens estimen, doncs és possible
que nosaltres sí que guanyem, o que Catalunya sí que pugui arribar a la sobirania, justament per això, perquè no és acceptable aquest estat en el qual avui ja podem dir, o es pot dir, que estan violant totes les llibertats, la d'expressió, la de reunió, les estan violant totes, i en aquest estat no podrem viure amb l'estat de l'ordeno y mando, a l'estat de la indissoluble unitat de la pàtria, a l'estat aquell que deia hasta la última gota de sangre i la última peseta, l'estat aquest de l'antes roja que rota, tot això no podrem, Catalunya no podrà viure aquí dintre. Per tant, jo crec, estic convençut de que l'estratègia espanyola ha estat l'equivocada i que Catalunya, justament per això, perquè no ha estat com Canadà, pot aconseguir la sobirania, justament per això, per una estratègia equivocada. Però en tot cas, com que tenim el perill de que ens diguin que hem organitzat un acte, diem-ne que és un delicte, jo us he de dir que tot això, aquí no hem de parlar de Catalunya, no hem de parlar de Catalunya ni d'Espanya, sinó que hem de parlar de Quebec. I com que hem de parlar de Quebec, i això de veritat és un acte històric, sobre temes històrics i no té res a veure amb la realitat d'avui en dia de Catalunya i Espanya, doncs el que és important és que parlin els nostres convidats i que prengui la paraula en primer terme el nostre amic Daniel Tarp. Merci, Carles. Señor presidente del Ateneu barcelonés, señora vicepresidente et señor vicepresidente, cher Gemma et cher Carles, madame la mairesse, jadis collègue à l'Assemblée nationale du Québec, chère Lisette, dames et cavalleros. Et laissez-moi dire quelques mots en catalan, dans un catalan que je ne prononcerai probablement pas aussi bien que ma collègue. En primer lloc, voldria dir-los que estic content d'estar aquí amb invitació d'aquest centre culturel tan dinàmic que és l'Ateneu barcelonès, a Barcelona, la capital cultural d'Europa i del món. Estic content de ser aquí mentre escrivim la història de Catalunya. És un període en què és necessari prendre decisions decisives per a la vida collectiva de la nation. Merci beaucoup. Alors, vous allez entendre ce soir le discours du Premier ministre du Québec, Jacques Parizeau. Et je crois que c'est autour de ce grand discours que nous sommes conviés. Un discours que moi j'ai entendu sur un plateau de télévision parce que le jeune homme de 40 ans que j'étais à l'époque avait été invité à commenter les résultats de cette soirée électorale à Télé-Québec avec Anne-Marie Dussault, une de nos grandes journalistes. Et j'ai donc le souvenir d'une soirée qui avait été la conclusion d'un grand moment démocratique dans la vie du Québec. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce jour-là, 95% des électeurs et des électrices du Québec ont voté. 95% des gens ont exprimé leur droit de vote. C'est assez unique dans l'histoire d'une démocratie que presque 100% des gens décident d'aller voter. Et c'est parce que c'était considéré tout à fait correct, important, légal, et que c'était un geste qui était souhaité par tous, bien sûr au Québec, et même dans le reste du Canada. Je vous raconte une petite anecdote. C'est quand même quelque chose qui m'a marqué, moi, comme individu, comme citoyen, comme démocrate. Monsieur Bouchard, le chef du Bloc québécois, dont je parlerai tout à l'heure, parce que lui aussi, il a fait un discours de la victoire, dont je vous dirai quelques mots. J'étais son conseiller politique à l'époque.
m'avait demandé de circuler dans les bureaux de scrutin pendant la journée pour voir si les choses se déroulaient convenablement, puis si on respectait les règles prévues dans notre loi sur la consultation populaire, notre loi sur le référendum qui s'appliquait à cette époque. Et j'ai le souvenir d'être entré dans un bureau de vote à 18 heures. Chez nous, les bureaux de scrutin ferment à 20 heures. Donc, 2 heures avant la fin de la votation, je me présente dans un bureau de votation et je constate qu'il n'y a personne qui est là pour voter. Personne. Il n'y a pas de queue devant l'école où je me trouve. Il n'y a pas personne qui attend devant des bureaux de scrutin. Il n'y a que des officiers électoraux. Il n'y a que des scrutateurs, des greffiers, des personnes qui justement aident les gens à voter derrière leur bureau, devant leurs urnes. Et là, je me dis, que se passe-t-il? Pourquoi n'y a-t-il personne qui est ici? Et on me répond, tout le monde a voté. Tout le monde a voté. 100% des gens de cette circonscription électorale avaient voté. Ils n'avaient plus rien à faire, mais ils devaient attendre à 20 heures pour ouvrir les urnes, compter les votes. Et ça m'a beaucoup marqué parce que ça a démontré jusqu'à quel point quand on fait un référendum sur une question comme le statut politique, sur le choix qu'on offre à un peuple de devenir indépendant si c'est la volonté de ce peuple, que c'est important, que les gens considèrent que c'est important, qu'on doit y participer, qu'on doit voter. Et vous vous imaginez ce que ça voulait dire, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où on avait voté à 100% parce qu'à la fin, le résultat est 95%. Une des choses remarquables, c'était que les jeunes Québécois et Québécoises avaient voté massivement et probablement dans une proportion on avait calculé entre 70 et 80% pour l'indépendance. Ces jeunes qui ne votent pas toujours en aussi grand nombre quand on fait des élections. Autant au Québec qu'ailleurs dans le monde, les jeunes ont tendance à voter un peu moins que les moins jeunes. Mais là, puisque l'enjeu était si déterminant, si important, les gens ont cru important de voter. Alors, quelque part, je me permets de souhaiter qu'en dépit des interdictions, des appels du Premier ministre espagnol de ne pas voter, que vous votiez en nombre massif, significatif, comme on l'a fait au Québec. Je crois que c'est votre souhait le plus grand. Et en tout cas, vous pourrez toujours dire qu'il y a un exemple important, un précédent important, lorsqu'on donne aux gens l'occasion de voter, quand on leur dit c'est important, que c'est légal, que c'est correct, même s'il s'agit de remettre en question, dit-on, l'unité du Canada, ben oui, il faut voter. Même ceux qui sont contre, même ceux qui vont voter non. C'est un peu une grande leçon que devrait apprendre le gouvernement espagnol de nos référendums au Québec. C'est qu'au Québec, les gens du gouvernement canadien sont venus participer au référendum. Ils ont essayé de convaincre, ils ont même réussi, les Québécois, de voter non. Mais ils ont participé à ce scrutin et ils ont participé de telle sorte qu'il y a eu aussi 95% de gens qui ont voté. Alors, vous allez entendre le discours de M. Parizeau. Je l'ai revu, je l'ai vu moi aussi. Et je croyais, Lisette, peut-être que ce sera différent, mais peut-être pas, que ça me rendrait nostalgique. Et moi, j'avais 40 ans à l'époque, j'étais un jeune professeur. Et c'était quand même une défaite qui me faisait de la peine, surtout avec cette petite différence-là. Et le résultat total, si je me permets un chiffre, là, c'était
il y avait 49,48% qui avaient voté oui et 50,52 qui avaient voté non. 55 000 voix de différence, donc 25 000 en définitive. Et donc, c'était un peu difficile. Et je pensais qu'en écoutant le discours de M. Parizeau pour présenter ma présentation, je serais nostalgique, un peu triste. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est ici à Barcelone, qu'on va parler du discours de M. Parizeau, en votre présence à vous, les Catalans et les Catalanes. Et parce qu'il se passe ici quelque chose d'assez exceptionnel au plan démocratique, parce que le processus d'autodétermination qui est en cours ici en Catalogne depuis longtemps, depuis 1714 et même avant, et peut-être depuis, de façon plus accélérée, depuis 2010, après cette sentence du tribunal constitutionnel espagnol, ben parce que le processus qui est en cours ici tente à démontrer que des victoires sont possibles. Il y a eu quand même des victoires pour vous dans les dernières années. Vous avez quand même élu un Parlement qui est composé très majoritairement de députés indépendantistes. Il faut se rappeler ça, que ça, c'est une victoire assez importante, là, ce qui est arrivé lors de la dernière élection et qui fait qu'aujourd'hui, ce processus peut être mené à terme avec un référendum le 1er octobre. Les victoires sont donc possibles et ce sont des victoires qui, en quelque sorte, vous amènent à affirmer votre droit d'exister comme peuple, votre droit d'exister, mais aussi votre droit de décider. Et en vérité, ce droit de décider que vous revendiquez, qu'on tente à vous refuser, que le gouvernement espagnol ne veut pas reconnaître, malgré le fait, comme l'a rappelé le vice-président tout à l'heure, qu'il y a des pays qui reconnaissent le droit de décider. Le Canada reconnaît le droit de décider des Québécois. Le Royaume-Uni reconnaît le droit de décider des Écossais. On va bientôt savoir que le Danemark reconnaît le droit de décider des Groenlandais, des Féroïens. L'an prochain, il va y avoir un référendum en Nouvelle-Calédonie. La France reconnaît le droit de décider des Néo-Calédoniens. Il y a des exemples multiples dans le monde où on reconnaît le droit de décider. Et ce droit-là, même si on vous le refuse, à Madrid, vous venez, vous, de l'affirmer. La loi qui a été adoptée le 6 septembre dernier au Parlement catalan, c'est une loi importante. C'est une loi fondamentale de l'État catalan, parce que vous venez, par votre Parlement, d'adopter une loi qui dit que vous avez le droit de décider. Et ça, c'est le droit. On ne peut pas dire qu'il y a seulement la Constitution espagnole qui existe maintenant et qui ne permet pas d'exercer le droit de décider. Vous avez maintenant votre droit fondamental, votre loi sur le référendum. Et on a fait la même chose au Québec, d'ailleurs. On a une loi, nous, qui s'appelle la loi sur l'exercice des droits fondamentaux du peuple québécois et de l'État du Québec, où on a dit que le Québec avait le droit de disposer de lui-même et déterminer librement son statut politique. Vous avez fait la même chose la semaine dernière. Et à ceux qui vous diront que vous n'avez pas le droit de décider aujourd'hui, là, pendant la campagne référendaire, jusqu'au 1er octobre, vous pouvez répondre maintenant. Mais nous avons le droit de décider. C'est une loi du Parlement catalan, du Parlement de mon peuple, de notre peuple, qui a dit, affirmer notre droit de décider. Et donc, cette démarche qui est la vôtre est une démarche dont j'entends souvent dire qu'elle a été un peu inspirée aussi par ce qui s'est fait au Québec. Et je crois que c'est vrai, puis on peut être fier quelque part de vous avoir un peu inspiré dans votre démarche, une démarche qui pourrait donc vous conduire aux portes de l'indépendance le
le 1er octobre prochain. Mais aujourd'hui, moi, je tiens à vous le dire. Je ne sais pas si Lisette est d'accord, elle connaît bien la Catalogne, autant sinon mieux que moi. Et vous savez, aujourd'hui, c'est vous qui nous inspirez au Québec. C'est vous qui nous inspirez. Vous nous inspirez parce que nous, on a fait des choses, on n'a pas encore réussi à faire l'indépendance. Et vous, vous avez fait des choses, en vous inspirant, mais différemment. Il y a ici une société civile tellement forte et dynamique avec Òmnium Cultural, avec l'Assemblée nationale catalane. Il y a des partis politiques indépendantistes qui se parlent, qui convergent, qui travaillent ensemble. Ils ne sont pas toujours d'accord. Ils rendent la vie difficile à des hommes de grande envergure, comme M. Mas. Mais il y a cette idée que pour cette noble et grande cause de l'indépendance et de la liberté de la Catalogne, les partis politiques se parlent, s'entendent, finissent par s'entendre avec des dures, d'âpres négociations. Et avec donc le soutien de la société civile, il y a une démarche qui produit le résultat que vous connaissez maintenant, la tenue d'un référendum, que je pense la force et la solidarité qui est la vôtre va priver en fait l'État espagnol d'empêcher la tenue du référendum. Alors, la victoire qui s'annonce, en tout cas, moi, je l'espère pour vous, que ce sera une victoire pour vous le 1er octobre, une victoire de l'indépendance, en tout cas des partisans de l'indépendance, en espérant que tous ceux qui ne sont pas d'accord vont se présenter et voter et décider aussi, prendre part à la décision. Nous, notre victoire était à notre portée en 1995. Les sondages des jours qui précédaient, des jours juste avant le 30 octobre 1995, laissaient entendre que nous allions gagner. 51, 49, puis il y avait d'autres sondages qui laissaient entendre non, nous allions perdre. Puis il y avait des sondages, vous vous imaginez, la veille du référendum, notre grande maison de sondage, Léger Marketing, annonçait le résultat 50-50, égalité. Et la réalité, je suis certain que Lisette se rappelle, elle était au Palais des Congrès, pendant 1 heure, vous savez, 1 heure à la télévision, là, le 30 octobre, sous l'écran, c'était 50-50. Nous avions commencé à 53, puis là, on est descendu pendant 1 heure, 50-50. Et là, tout à coup, 51-49, puis ça s'est terminé à 51-49. Et le discours que vous allez entendre était le discours qui avait été préparé par M. Parizeau et ses conseillers, et par lui-même, je suis certain, parce que M. Parizeau, ce grand professeur de finances publiques à l'Université de Montréal ou à l'École des hautes études commerciales, savait écrire des discours. Et ce discours avait été préparé parce qu'il était possible, vraisemblable que nous gagnions. Mais on n'a pas gagné. Vous allez probablement vouloir aussi, comme l'a dit votre vice-président, que M. Puigdemont puisse faire un discours comme celui-là. Mais je vous dis quelques mots d'un autre discours qui avait été préparé, un autre discours de victoire, par le chef du Bloc québécois, M. Lucien Bouchard, qui avait aussi été un personnage clé dans la campagne référendaire, qui était le chef du Bloc québécois. Puis pour bien vous informer, au Québec, on a 2 partis. On avait à l'époque, en tout cas, 2 partis indépendantistes. Il y avait le Parti québécois, qui avait été créé en 1968 par René Lévesque. Mais en 1991, un autre parti a été créé, le Bloc québécois, parce que jadis, les indépendantistes, nous ne cherchions pas à être élus à la Chambre des communes à Ottawa. Nous, contrairement à ici, où Esquerra et d'autres partis indépendantistes souhaitent faire élire des députés au Cortés et des sénateurs au Sénat espagnol, nous, on avait, avant 1991, dit on ne fait pas ça, on ne veut pas légitimer le Parlement du Canada,
on veut concentrer nos énergies sur l'Assemblée nationale du Québec et faire élire des indépendantistes. Mais en 1991, on a changé d'attitude et on a fait élire d'ailleurs beaucoup de députés en 1993, 54 sur 75. Et M. Bouchard, Lucien Bouchard, est devenu le chef du Bloc québécois. Il était même, vous imaginez, le chef de l'opposition officielle à Ottawa. Il était le vis-à-vis du premier ministre du Canada, un député indépendantiste là, qui était le vis-à-vis du premier ministre du Canada. Et M. Bouchard, dont j'étais le conseiller constitutionnel, président de la commission politique, avait aussi préparé un discours. Il avait joué un rôle fondamental, je crois, Lisette, on peut s'entendre là-dessus. Et son rôle est devenu plus fondamental pendant le temps en raison de la grande générosité de Jacques Parizeau. M. Parizeau s'était rendu compte pendant la campagne que M. Bouchard avait un charisme tel, était capable, par ses discours, de d'émouvoir la population, puis de lui dire et de la convaincre de voter en faveur de l'indépendance. Il n'était pas le seul, M. Parizeau, lui, avec sa crédibilité de grand professeur de finances publiques, d'économiste réputé, quelqu'un qui avait tout au long de l'histoire récente du Québec construit le Québec économique solide, nouveau, qui appartenait à nouveau aux Québécois et aux Québécoises. M. Parizeau avait ses forces et il y avait d'autres acteurs, y compris de la société civile, mais on s'est rendu compte pendant la campagne jusqu'à quel point M. Bouchard était devenu un acteur important. Et M. Parizeau, dans un geste d'une générosité, puis d'une je ne sais pas comment la qualifier, magnanime est le terme certainement le plus approprié, avait dans une certaine mesure dit et invité M. Bouchard à prendre le devant de la scène et à aller donc faire campagne aux quatre coins du Québec. Et il était devenu presque un dieu, un demi-dieu. Les gens voulaient lui toucher tellement il incarnait ce nouveau projet de faire un pays. Et moi, je l'ai accompagné, j'étais son conseiller, puis il m'a demandé de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire lui-même. J'ai fait plein de discours, plein de rencontres, des débats avec des adversaires de l'indépendance. Et il m'a demandé, comme à d'autres, à son chef de cabinet, Gilbert Charland, Pierre-Paul Roy, qui était de l'aider dans la rédaction de son discours de la victoire, mais de la défaite aussi. Alors donc, moi, j'ai été associé de très près à la rédaction du discours de M. Bouchard, et c'est même moi qui l'ai traduit en anglais. Hein? Moi, je possède plutôt bien l'anglais, alors j'avais aidé M. Bouchard à travailler la version anglaise, parce que c'était important pour lui de parler aux anglophones du Québec, à la minorité nationale de langue anglaise du Québec, pour leur dire, ben, il y a un pays, mais faites le pays avec les francophones du Québec, mais aussi aux autres Canadiens anglophones, aux Américains et au monde, dans cette lingua franca du monde. Et donc, j'ai pu assister et soutenir M. Bouchard dans la rédaction de ce discours, qui a aussi été rendu public partiellement il y a quelques années, en 2014, dans un film qui a été réalisé par Télé-Québec, notre télévision nationale au Québec. Il y a un de mes anciens étudiants, d'ailleurs Yves Boisvert, un journaliste de la presse, celui qui a interrogé et parlé à M. Bouchard dans ce documentaire qui s'appelait Nation, un huis clos avec Lucien Bouchard. Et M. Bouchard avait été invité à lire une partie du discours de victoire qui avait été rédigé pour lui. Et je vous lis l'extrait, un court extrait de ce discours. Et vous allez voir qu'entre M. Bouchard et M. Parizeau, ce n'était pas toujours l'amour entre les deux, mais il y a des convergences assez intéressantes entre les deux discours. Alors, je vous lis l'extrait que j'ai retenu et qui pourrait peut-être aussi vous inspirer, peut-être inspirer M. Puig-Gémont le 1er octobre prochain. Alors, je le cite. « Une voix nouvelle s'élève ce soir, celle du peuple du Québec. Il a fallu du temps, il a fallu des hommes et des femmes, de labeur et de courage,
que de fleuves et de rivières remontées, de terres explorées, de forêts défrichées, de sols labourés, d'usines dirigées, de villes et villages construits, d'un coup de cœur, d'actes de raison, que de sacrifices consentis et d'inquiétudes surmontées, que de constance dans ce parcours obstiné. Il sera dit des Québécoises et des Québécois qui ont participé au scrutin d'aujourd'hui qu'ils ont franchi les derniers pas de cet itinéraire. Ce sera l'honneur de cette génération d'avoir donné tout son sens à cette longue démarche nourrie de tant d'efforts obscurs en la faisant émerger au plein jour de la maturité politique. Je vous propose, c'est intéressant, hein, de dédier cette grande victoire du Québec à René Lévesque. Plus que tout autre, il méritait d'éprouver ce soir la joie de voir les siens s'élever au statut de peuple. Je vous rappelle, M. Lévesque qui avait fondé le Parti québécois, qui avait été celui qui était à l'origine du premier référendum. N'en doutons pas, s'il, M. Lévesque, pouvait partager avec nous ce grand moment, il nous dirait avec encore plus d'émotion qu'en 1976, ça c'est au moment où le Parti québécois avait remporté l'élection la première fois, je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être québécois ce soir. Que ce soir. Aussi fier d'être québécois que ce soir. Fermez les guillemets. Alors ça, c'est un extrait du discours de M. Bouchard qu'il aurait voulu lire, bien sûr, le 30 octobre, comme M. Parizeau aurait voulu lire le discours que vous allez entendre ce soir. Je pense que, juste pour analyser brièvement ce texte, vous voyez que M. Bouchard avait voulu et beaucoup insisté sur l'idée d'inscrire une victoire dans l'histoire. C'est dire qu'elle résultait d'un long cheminement. Il faut du temps. Vous vous rappelez? Il faut du temps. Quelle était l'affaire d'hommes et de femmes? Un peuple, c'est des hommes et des femmes. Quel est un pas, cette victoire, dans un itinéraire qui visait à conduire, comme celui qui vous est proposé, lorsque le peuple en décide, qui vise à conduire le peuple à l'indépendance. Et c'était ça, pour M. Bouchard, le choix, et c'était ce choix qui était celui de la maturité politique. Puis, la référence à René Lévesque, qui est un personnage qui, dans notre histoire, est un grand personnage, qui est en cas celui qui, moi, quand j'étais tout jeune étudiant en droit, m'a amené à vouloir m'intéresser à la vie publique, à la politique, et qui m'a fait devenir indépendantiste, ben, c'était une référence importante, et c'était presque une réponse que lui donnait M. Bouchard à ce qu'il avait dit lorsque M. Lévesque avait dû faire un discours lors de la défaite du 20 mai 1980, lors du premier référendum, où nous avions perdu par, c'était 41 à 59 pour le non. Et il avait dit, M. Lévesque, si j'ai bien compris, il avait dit ça à ses partisans qui avaient été réunis après le vote, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Hein, M. Lévesque avait dit ça. Vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Donc, nous allons faire l'indépendance la prochaine fois. Mais M. Bouchard, en faisant hommage, il disait en quelque sorte à M. Lévesque, qui était décédé quelques années auparavant, malheureusement, que la prochaine fois était venue. Que nous avions donc gagné en 1995. Et je termine, Monsieur le Président, en vous disant que, vous savez, M. Lévesque, et c'est aussi, je crois, quelque chose que vous devez avoir à l'esprit maintenant, dans cette période difficile, dans ces moments où on tente à chercher à brimer votre liberté d'association, d'expression, puis surtout votre droit de décider. René Lévesque, quel que
semaines, quelques jours en fait, après le référendum de 1980, en fait le 9 juin 1980, avait dit ceci. Les Québécois ont pour la première fois exercé leur droit à l'autodétermination. Même si on a perdu le référendum, la reconnaissance manifeste de ce droit est la chose la plus précieuse de ce référendum. Et c'est ce précieux droit à l'autodétermination, je crois, qui est important ici. Notre Cour suprême, je vous l'ai dit, a reconnu notre droit de décider. Moi, je considère que ce droit que vous avez le droit d'exercer le 1er octobre est un droit collectif de votre peuple. C'est aussi un droit individuel, en quelque sorte. Vous êtes le peuple de Catalogne. Vous avez le droit, comme citoyen et citoyenne, d'exercer au nom de ce peuple ce droit collectif. Et vous avez aussi la liberté de vous exprimer sur cette question. Et même, j'ai dit à mes collègues juristes là, que la Cour européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, donnerait tort au gouvernement espagnol avec les gestes qu'il pose. Et il faut envisager de saisir un jour, peut-être bientôt, la Cour européenne des droits de l'homme, parce que ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on viole de façon manifeste les droits qui vous sont reconnus par la Cour européenne des droits de l'homme, et il y a des décisions qui vous donneraient raison. Et donc, cet acte auquel vous êtes conviés est un acte important, puis j'espère seulement qu'on va commencer à comprendre qu'il faut absolument respecter vos droits les plus fondamentaux. Puis je termine en disant quelque chose qui, je dis de façon tellement sincère et convaincue. J'admire votre peuple. J'admire son courage. J'admire sa persévérance. J'admire aussi et sans doute surtout sa culture démocratique. Cette culture démocratique qui la conduira là où son peuple le voudra et à l'indépendance nationale, si telle est la volonté de la nation que vous formez. Merci. Merci, Monsieur Daniel. Moi, pour la première fois, je vais vous parler en catalan. Alors, je vous demanderai d'être un peu patient avec moi. Et voilà. Et après, je pense que nous pourrons répondre à vos questions. Alors, est-ce que j'ai besoin de ça, vraiment? Oui? Alors, non. Alors, Senyor Carles Llorens, benvolguts amics catalans, moltíssimes gràcies per la seva amable invitació. Abans que cap altra cosa, permetin-me expressar la meva solidaritat completa pels terribles esdeveniments que es van viure el 17 d'agost. El món s'ha indignat. El seu crit valent que sortia del cor, no tinc por, ha ressonat amunt i fort a tot el món. I davant això m'agradaria expressar a tots vostès la meva simpatia més profunda. M'agradaria dir que Jacques Parizeau tenia gran admiració i afecte per a la gent de Catalunya. Admiració i afecte que comparteixo. El seu primer contacte amb els sobiranistes catalans data de l'any 1997, quan, per invitació del senyor Llorens, va venir a Barcelona per parlar als quadres executius del Partit de Convergència.
Jo també vaig ser convidada a parlar per a directius i activistes del partit el 2007, quan era diputada del Partit Québécois. De tots aquests contactes va néixer una bonica complicitat. A més, Catalunya sempre ha estat, durant els darrers 20 anys, un dels nostres destins preferits. Ens hi hem allotjat cada vegada que anàvem a la nostra vinya a Cotliur, a la Catalunya Nord. L'última visita de Jacques Parizeau, que era també el seu últim viatge, va ser el novembre de 2014. Vam voler ser presents en el moment de la consulta popular. Excusez-moi, ça va mal avec une main. De la consulta popular del 9N que va guanyar el sobiranisme de manera completa. Quin exemple de força i tenacitat. Una manifestació de fermesa per part de persones que persisteixen al seu lloc malgrat les amenaces i represàlies del govern de Madrid. Per invitació dels meus amics catalans, vaig tornar a la campanya del setembre 2015. Llavors vaig poder assistir a la mobilització extraordinària dels sobiranistes catalans que quart any consecutiu en els carrers de Barcelona, el dia de la Diada, per reclamar amb calma, però amb fermesa, la independència. Durant molt de temps, vosaltres catalans vareu estar observant als quebequesos. Ara, però, són nosaltres que mirem cap a Catalunya. És, per tant, amb plaer que vaig acceptar a petició del senyor Carles Llorens de presentar per primera vegada el discurs de la victòria enregistrat per Jacques Parizeau el dia del referèndum del 30 d'octubre de 1995. Ho faig amb gran emoció. I és que la presentació que fem aquesta nit aquí no s'ha pogut pas fer al Quebec. Va ser fa més de 20 anys. Aquell dia va tremolar la planeta Quebec. No era una votació ordinària. No estava en joc una elecció pel poder. Era un referèndum per aconseguir la sobirania, per fer del Quebec un país. Gairebé tothom va votar. Hi hagué una taxa de participació única, 94%. Cada sobiranista es va imposar la missió de convèncer una persona, a una persona. Vam perdre per un grapat de vots.
55.000 d'uns 5 milions de vots emesos. Una derrota que encara ens fa mal al cor, mal au cœur. Al llarg d'aquesta campanya, jo estava a la primera fila com esposa i assessora de Jacques Parizeau, president del comitè del sí. Una campanya per aconseguir la independència. Una campanya de referèndum és sempre difícil, a vegades dolorosa. I s'ha de ser fort per resistir la por, perquè, car dir-ho sovint als adversaris no els atura res a l'hora d'atiar-la. Per acabar, voldria dir una paraula sobre l'homme politique va ser Jacques Parizeau. Alguns se sorprendran. Cal dir que no il agradava politica. No li agradava politica. La veia com un mal necessari si es volien canviar les coses per tenir control del seu desenvolupament cultural, social i econòmic. Malgrat la derrota, mai va donar el braç a torcer. Mai va renunciar al seu somni. En el seu últim gran discurs sobre la sobirania, que va ser en 2013, davant d'un miler de joves quebequesos que es van reunir per escoltar-lo, va deixar un missatge final. Un missatge final. No tingueu por. No tingueu por dels vostres somnis. No tingueu por de les vostres ambicions. No tingueu por dels obstacles que trobareu en votre camí. No tingueu por de somiar. I per tal que siguin recordades, per tal que el seu missatge continuï inspirant, en el monument que se li va dedicar al cementiri de Laval, en Quebec, hi ha gravades aquestes paraules: no tingueu por. Ho heu demostrat. No teniu por. Sou un model de coratge i de perseverança. De tot cor, us desitjo bona sort i bon èxit en aquesta campanya. Una campanya que permeti que Catalunya es situï entre les nacions del món. Et si ici me permeten, i parafrasejant un gran artista i activista català, Lluís Llach, vaixell de Catalunya, que no t'enfonsi el tro. Enfla les veles, que anem al mateix lloc. Gràcies a tots. Visca Catalunya. Très bon catalan. Merci à mon traducteur.
Bé, en tot cas, després d'aquesta lliçó per tants polítics espanyols, de que es pot parlar català, ho ha fet tan bé l'Elisette, el que farem serà, el que hem vingut a fer és veure aquest vídeo i després, si us sembla, ni que sigui breument, perquè ens ha anat passant l'estona, podem fer un petit intercanvi amb aquests convidats d'honor que avui tenim. Veiem el vídeo? Mes amis, le Québec est debout. Le peuple québécois, par son vote majoritaire aujourd'hui, vient d'affirmer au monde qu'il existe. Cette affirmation sereine et démocratique, rien ni personne ne pourra maintenant l'effacer. Une décision simple et forte a été prise aujourd'hui. Le Québec deviendra souverain. Qu'on lui prépare une place à la table des nations. Et parce que le Québec est maintenant debout, il peut d'abord tendre la main à son voisin canadien en lui offrant un nouveau contrat, un nouveau partenariat fondé sur le principe de l'égalité entre les peuples. Deux mots désormais doivent nous guider, responsabilité et solidarité. Il y en a un troisième dont je voudrais parler, le mot courage. Car c'est ce qu'il a fallu du courage aux Québécoises et aux Québécois pour surmonter les formidables obstacles mis sur leur route depuis les tout débuts jusqu'à ce jour. S'adapter et survivre en Amérique, tout en conservant leur identité francophone. Pendant 400 ans, grandir et accueillir tous les nouveaux arrivants de quelque langue, race ou origine qu'ils soient. Bâtir ici une société moderne, dynamique, ouverte sur le monde. Faire tout cela, alors même qu'on niait notre existence comme peuple et qu'on nous refusait les moyens de notre épanouissement. Cette année, il en a fallu du courage aux femmes et aux hommes du Québec pour braver la peur, pour rejeter l'appel au renoncement et à une confortable résignation. Aujourd'hui, chères Québécoises, chers Québécois, vous vous êtes dépassés. Vous avez inscrit votre nom sur la face du monde. Vous l'avez fait de manière exemplaire par un processus démocratique, transparent, équitable et éclairé. Avec passion, oui, mais sans agressivité. Avec ferveur, oui, mais avec un esprit pacifique et fraternel qui reflète parfaitement le genre de société que nous avons et que nous voulons. Une société vivante et foisonnante, fondée sur la civilité, la stabilité et l'état de droit. Une société où les idées fusent et s'entrechoquent, mais qui rejette la violence et l'esprit revanchard. Une société qui respecte les droits individuels et ceux des minorités. Chacun doit savoir ce soir que le gouvernement du Québec va procéder dans les jours qui viennent avec la même clarté, la même sérénité, détermination, le même courage et la même ouverture que ceux dont font preuve les Québécoises et les Québécois aujourd'hui. Notre première tâche à tous demain sera de retirer nos étiquettes du oui et du non pour pouvoir nous rassembler derrière la décision démocratique des Québécois. Plusieurs personnalités influentes ont déjà indiqué leur volonté d'appeler au rassemblement. Il faut que ça soit vrai dans chaque quartier et dans chaque village, dans chaque communauté culturelle et linguistique. Tous et toutes, quoi que nous ayons voté, quoi que nous ayons dit pendant cette campagne, nous sommes des Québécois, égaux en droit, et nous avons tous à nous enorgueillir de la seule victoire qui compte, celle de la démocratie. Dans cet esprit de rassemblement, le gouvernement va procéder, comme nous l'avons indiqué, à la nomination de nouveaux membres du comité d'orientation et de surveillance des négociations sur le partenariat avec le Canada. 2 ou 3 de ces nouveaux membres seront choisis parmi ceux qui ont défendu le camp du non ces dernières semaines. Je serai heureux d'entendre les suggestions du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, M. Daniel Johnson, à ce sujet. Nous avons l'intention aussi, dans divers forums, notamment économiques, d'appeler à la solidarité des représentants patronaux et syndicaux pour mettre en œuvre nos choix de société, au premier chef une stratégie nationale de création d'emplois. Je veux m'adresser spécifiquement aux membres de la communauté anglophone du Québec pour leur réitérer notre attachement à leur présence parmi nous et notre engagement à respecter et à défendre leurs droits et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans la nouvelle Constitution québécoise, la préservation de l'identité de leur communauté et de leurs institutions.
Une fois inscrits dans la Constitution, ces droits ne pourront être modifiés sans leur accord. Les immigrants, les résidents permanents et les réfugiés qui se trouvent aujourd'hui sur le territoire québécois s'interrogent sur leur avenir. Je veux qu'ils sachent qu'ils n'ont à craindre aucun changement dans leur statut ou leur situation actuelle. Tous ceux qui sont en attente de citoyenneté canadienne pourront, sans délai supplémentaire, faire valoir leurs droits à la citoyenneté québécoise au moment de la proclamation de la souveraineté. Nous les invitons tous à partager avec les Québécoises et les Québécois le défi exaltant de construire ici un pays nouveau. Les 65 000 Autochtones regroupés dans 11 nations au Québec, dont nous reconnaissons l'existence en tant que nation distincte depuis maintenant 10 ans, doivent savoir aussi que nous comptons respecter leurs droits actuels et faire en sorte qu'ils jouissent à nos côtés d'un niveau d'autonomie gouvernementale équivalent ou supérieur à ce qui existe ailleurs sur le continent. La nouvelle Constitution d'un Québec souverain enchâssera leurs droits, et ceux-ci ne pourront être modifiés sans leur accord. Aujourd'hui donc, les Québécois ont décidé de devenir souverains. Alors que se passera-t-il au cours des prochains jours? La souveraineté du Québec ne sera pas proclamée tout de suite. On pourra prendre jusqu'à 1 an avant que l'Assemblée nationale fasse cette proclamation. Ça va nous donner tout le temps de bien préparer la transition, l'intégration des 2 fonctions publiques, la définition de nouvelles politiques économiques et sociales avec nos nouveaux outils. Pas de précipitation, mais de la rigueur. À la fin de ce processus, le Québec va pouvoir voter plutôt toutes ces lois et les adapter à ses principes et à ses valeurs. Percevoir tous ses impôts et gérer son budget avec le même objectif déterminé de réduction du déficit et avec la possibilité de faire ses propres choix fiscaux et sociaux, signer tous ses traités avec ses voisins et le reste du monde. Entre-temps, nous sommes encore une province du Canada. Rien ne change demain dans nos emplois, dans nos commerces. On va encore payer la TPS et envoyer nos impôts à Ottawa. On va encore recevoir les prestations de toutes sortes du gouvernement fédéral. Québec, nous allons continuer de gérer nos affaires et notamment d'atteindre nos objectifs de réduction du déficit. Nos députés fédéraux vont encore nous représenter jusqu'à ce qu'on proclame la souveraineté du Québec d'ici 1 an. C'est là que les choses vont changer, qu'elles vont devenir plus simples. Mais d'ici là, tout le monde aura le temps de se préparer et de faire en sorte que la transition se fasse harmonieusement, sans perturber les services aux citoyens. Il n'y aura pas de bouleversement, pas de vide juridique. Ce qui peut aller beaucoup plus vite, par contre, ce sont les négociations avec le Canada. Le négociateur en chef du Québec, M. Lucien Bouchard, est disposé à commencer son travail dans les jours qui viennent. Le peuple du Québec nous a donné aujourd'hui mandat de faire une offre formelle au Canada pour un nouveau partenariat économique et politique. Cette offre, qui est contenue dans le projet de loi sur l'avenir du Québec et dans l'entente du 12 juin, nous avons l'intention de la déposer dans de brefs délais. Mais j'aimerais dire aux citoyens du Canada qui nous écoutent ce soir que le geste que les Québécois ont posé aujourd'hui n'est pas un geste contre le Canada ou contre les Canadiens. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous mettre à votre place ce soir et ressentir l'émotion très forte qui est la vôtre. Et j'aimerais dire au nom de tous les Québécois que nous avons de l'estime, de l'amitié et souvent des liens familiaux avec beaucoup de citoyens canadiens. Nous voulons préserver ces liens. Nous avons une affinité particulière avec les communautés francophones du Canada et nous avons envers elles un devoir imprescriptible de solidarité. Nous croyons à l'existence du peuple canadien, à sa force et à son destin en Amérique. Nous croyons qu'à compter de ce soir, nous pouvons arrêter de gaspiller nos énergies dans de querelles qui nous divisent, mais concentrer nos efforts sur les éléments où nos intérêts convergent. Je vous invite à saisir l'occasion qui nous est donnée de forger un nouveau partenariat entre 2 peuples. Et je veux vous assurer tout de suite, lorsque le Québec proclamera sa souveraineté, cela signifiera qu'aucun dollar de vos taxes ou de vos impôts ne sera versé au Québec. Aucun chèque de péréquation ne sera versé au Québec. Au contraire,
puisque nous aurons récupéré à Québec tout l'impôt des Québécois, c'est nous qui enverrons des chèques au Canada pour assumer notre juste part du fardeau de la dette canadienne. Nous devons nous entendre sur un certain nombre de choses. Nous ne poserons aucun geste de nature à entraver l'actuelle libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services entre le Québec et le Canada. Et nous ne voulons pas entraver la libre circulation entre les provinces maritimes et l'Ontario. Nous avons résolu de garder le dollar canadien comme monnaie. Cette décision est définitive et irrévocable. Pas question que les Canadiens qui doivent traverser le Québec aient à convertir leur argent dans une nouvelle devise. D'ailleurs, nous n'avons nullement l'intention d'ériger des postes de douane aux frontières du Québec. Puisque les pays européens n'ont plus de postes de douane, pourquoi y en aurait-il ici? En ce moment, des centaines de milliers d'emplois au Canada et au Québec dépendent de nos échanges commerciaux, qui totalisent 67 milliards de dollars par année. Notre responsabilité commune est de faire en sorte que notre espace économique conjoint soit aussi profitable demain qu'il l'est aujourd'hui. Le peuple du Québec prend la mesure ce soir de sa force politique. Il doit être conscient aussi de sa force économique. Parmi les 185 pays des Nations unies, le Québec sera, dès le jour de sa souveraineté, la 16e puissance économique. Nous avons construit ici une économie diversifiée, fondée sur l'entrepreneurship et le libre marché, sur un niveau de solidarité élevé et sur des institutions financières nombreuses et solides. Nous exportons en gros la moitié de tout ce que nous produisons, ce qui explique en bonne partie que le Québec soit en Amérique du Nord, l'endroit où la population est de loin la plus bilingue. Notre poids dans l'économie de l'Amérique n'est pas négligeable. Nous sommes le 8e partenaire économique des États-Unis, et à Washington comme à New York, chacun sait que sans le Québec, il n'y aurait pas eu d'accord de libre-échange canado-américain, donc pas d'accord de l'ALENA non plus. Chacun sait aussi que le Québec a la volonté et la capacité d'honorer toutes ses obligations financières et toutes ses responsabilités politiques et économiques. Le Québec a fermement l'intention de demeurer un partenaire actif et constructif au sein de l'Organisation mondiale du commerce et au sein de l'ALENA. Nous saluons au passage la volonté d'Ottawa, exprimée il y a 2 semaines par le ministre canadien des Finances, M. Paul Martin, d'appuyer la présence québécoise au sein de l'ALENA. Nous saluons aussi la volonté exprimée en décembre dernier à Miami par le président américain, M. Bill Clinton, et les autres chefs d'État des Amériques, de forger d'ici 10 ans une zone de libre-échange qui embrassera tous les pays des Amériques. Nous entendons donner notre appui à cette grande initiative. Nos partenaires de la francophonie, au premier chef la grande nation française, doivent s'attendre à une vigueur nouvelle de la participation du Québec à nos projets communs. Notre place en Europe sera aussi plus tangible. Et pour des raisons historiques et personnelles, je m'en voudrais de ne pas souligner, à l'intention du peuple et des autorités britanniques, l'attachement que nous conservons à des pratiques et à des institutions qu'ils nous ont léguées et que nous avons su adapter à notre héritage français, à nos besoins et à notre culture. Pour terminer, vous me permettrez de remercier tous ceux qui ont investi leur intelligence et leur foi, leur énergie et leur ingéniosité, leur jeunesse et leur expérience, pour faire de ce jour une journée historique. Ils sont des millions, et leurs noms s'échelonnent sur le calendrier des siècles, notamment celui des 30 dernières années. Il y en a un qui nous vient tout de suite à l'esprit, et ô combien nous voudrions l'avoir à nos côtés aujourd'hui, René Lévesque. J'aurai l'occasion tout à l'heure de m'adresser aux partisans du oui, mais j'aimerais souligner tout de suite l'extraordinaire contribution de 2 Québécois venus d'horizons différents pour contribuer de façon décisive au rassemblement d'aujourd'hui. M. Lucien Bouchard, le chef du Bloc québécois, et M. Mario Dumont, le chef de l'Action démocratique du Québec.
Je veux aussi souligner la prestation énergique du leader du camp du non, M. Daniel Johnson, qui a représenté, il me semble, avec aplomb, sa vision de l'avenir du Québec, en soulignant toujours son attachement aux principes démocratiques qui nous gouvernent. Je l'ai entendu, surtout ces dernières semaines, nous appeler à une nouvelle solidarité au lendemain du scrutin, et je l'en félicite. Nous comprenons tous que le premier ministre du Canada, M. Jean Chrétien, a ce soir une lourde responsabilité. Plusieurs fois pendant la campagne, il a indiqué aux Québécois que le choix d'aujourd'hui était capital. À Québec, le 18 octobre, il a déclaré que le référendum, et je le cite, c'est un choix définitif et sans retour d'un pays. La semaine dernière, dans son adresse à la nation, il a indiqué qu'il s'agissait, je le cite encore, d'une décision définitive et sans appel. Nous sommes d'accord avec lui. Nous pouvons donc tourner la page, respecter le verdict démocratique et procéder aux nouveaux dialogues qui va maintenant s'ouvrir entre le Canada et le Québec, dans l'intérêt de tous nos citoyens et dans l'intérêt de la stabilité. Le Québec qui commence aujourd'hui doit mobiliser toutes nos énergies, faire appel à nos imaginations. Quel qu'ait été notre vote, nous voulons, nous pouvons lancer une nouvelle révolution tranquille. Nous voulons, nous pouvons nous retrousser les manches, bâtir un avenir meilleur. Et tous, nous voudrons et nous pourrons, dans quelques années, dire à un de nos enfants ou de nos petits-enfants, regarde, ce Québec renouvelé, plus responsable et plus juste, plus pacifique et plus prospère. J'ai contribué à le faire naître, j'en suis fier et je te le donne. Bonsoir.